Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va revenir sur ces 12 jours historiques qui ont marqué évidemment l'histoire de la Grande-Bretagne, mais aussi qui nous ont marqué nous, qui ont marqué nos esprits d'Européens et de Français. On va rejoindre à Windsor notre envoyé spécial Régine Delfour avec Charles Baget. Régine, vous avez suivi depuis ces 12 jours ce qui s'est passé dans ce pays à la fois proche du nôtre et un peu lointain. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les images fortes que vous allez retenir de cette dizaine de jours passés aux côtés des Britanniques en grand deuil? Alors Laurence, déjà nous sommes arrivés dans la nuit de jeudi 8 septembre, du jeudi 8 septembre au vendredi 9 septembre en Écosse, à Balmoral. Et en fait c'était extrêmement étrange puisque les personnes que nous avons croisées étaient sous le choc, il y avait quelques fleurs. On réalisait pas trop en fait ce qui s'était passé. Donc il y a eu ce premier temps qui était assez étrange. Ensuite nous avons vu les Écossais venir en nombre se recueillir à Balmoral. Et puis il y a eu le départ du cercueil de Balmoral pour Édimbourg. Il est passé dans ce village à 10 km de Balmoral où elle avait ses habitudes, et là il y avait un silence mais très très religieux. C'était très impressionnant de vivre ce moment à Ballater. C'est un moment fort que je retiens. Ensuite il y a évidemment son arrivée à Édimbourg où il y a eu la procession et puis les personnes qui ont pu après se recueillir auprès de son cercueil. Je me suis recueillie auprès du cercueil de la reine. Alors je ne suis pas britannique, ce n'est pas ma reine, mais j'ai senti énormément d'émotions. J'étais émue de le faire et de voir aussi ces personnes qui le faisaient. Il y a eu le départ pour Londres. Nous sommes arrivés à Londres et alors là c'était une autre dimension avec ces nombreuses personnes, ces files d'attente. J'ai croisé des gens qui avaient fait plus de 16 heures d'attente pour voir le cercueil de la reine. C'est des choses qui semblent totalement invraisemblables. Et il y avait ces gens qui en même temps nous disaient qu'ils étaient contents puisque dans cette file d'attente ils se sont fait des nouveaux amis, ils ont sympathisé. C'est des choses qui m'ont marqué, ça aussi, Laurence. Et puis évidemment, il y a eu ce départ pour Windsor où on retrouvait le côté très intime, très intimiste de Balmoral, parce que c'était une résidence qu'elle aimait, comme à Balmoral, comme vous avez vu à la fin de ce service funéraire, le joueur de cornemuse, c'est quelque chose que la reine avait demandé puisqu'elle était très attachée à l'Écosse. Elle était à moitié écossaise par sa mère. Et en fait, il y a eu tout ce moment, comme en Écosse, quand les Écossais m'ont dit qu'ils étaient très fiers en fait qu'elle soit décédée en Écosse, parce que jamais ils auraient pu assister à cet événement, jamais ils auraient vu la couronne d'Écosse sur le cercueil de la reine. Ce sont ces moments de ces gens, que ce soit des Écossais, des Gallois, des Irlandais, des Anglais, mais aussi des gens venus de partout dans le monde. Cette ferveur, cet amour pour la reine, où ils nous disaient sans arrêt, mais elle fait partie de ma vie. J'ai grandi avec la reine, elle est partout, c'est ma grand-mère, c'est quelqu'un qui est de mon entourage. Et encore aujourd'hui, alors qu'elle est décédée le 8 septembre, nous sommes le 19, ça fait 11 jours, il y a encore des gens qui m'ont dit, mais alors quand je n'y croyais pas encore, il a fallu que je voie le cercueil pour que je me dise, ça y est, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous les moments forts que vous avez vécu, Régine Delfour, avec Charles Baget. Merci pour la couverture extraordinaire que vous avez fait de cet événement. Vincent Fernandez, Thibaut Marcheteau, j'ai envie de vous poser la même question. Vous êtes à Londres. Quels ont été les moments les plus forts selon vous ? Eh bien, c'est un petit peu comme ce qu'a dit Régine à l'instant, c'est-à-dire que ce sont les gens, ce sont les Britanniques qui nous ont vraiment marqué ici leur dignité, leur humilité dans cette période de recueillement. Je me souviendrai vraiment longtemps, je pense, cette personne âgée, j'allais dire, de ce grand-père qui s'appelle John. John, c'est un militaire à la retraite qui était là pour la procession de la reine qui partait de Buckingham Palace jusqu'à Westminster Hall mercredi dernier. Nous l'avons rencontré alors qu'il était dans le public. Il est venu nous voir très spontanément. Et il nous a demandé pour qui on travaillait, d'où on venait. On a fait connaissance. Et puis, c'était quelqu'un qui était animé de ce devoir de Britannique et également de vétérans de l'armée britannique, eh bien de venir se recueillir auprès du cercueil de la
voir une dernière fois ce vétéran de l'armée britannique qui a d'ailleurs fait connaissance avec toutes les personnes qui étaient autour de nous et qui a mis une sorte d'ambiance, d'atmosphère très conviviale, très familiale pendant 7 à 8 heures d'attente. Et ça, c'est un petit peu l'esprit que l'on a retrouvé dans la file d'attente, parfois jusqu'à 25 heures d'attente que l'on a retrouvé aujourd'hui également lors de la procession qui partait de Westminster Abbey jusqu'à Buckingham Palace. Voilà un petit peu ce que je retiens, c'est la dignité et l'humilité de ces Britanniques. Enfin, j'allais dire également, à titre personnel, ce que je retiens, c'est d'avoir été aux premières loges de cet événement historique. Et à titre personnel et professionnel, c'était vraiment un honneur de pouvoir couvrir tout cela pour CNews et pour Europe 1 et pour vous également, chère Laurence, parce que on sent vraiment ici, et j'espère qu'on a su le retranscrire, qu'on a vécu l'histoire, réellement vécu l'histoire, et vous la décrire également, parce que ici, c'est un événement historique, vraiment le pays était à l'arrêt aujourd'hui littéralement et voilà, donc c'était vraiment un moment fort de leçons, d'humilité, de dignité et c'est toutes ces personnes de toutes les origines, de toutes les classes sociales également qui sont venues se recueillir. On a vraiment eu reçu des leçons pendant ces 10 jours ici. Merci beaucoup Vincent Farandès, Thibaut Marcheteau. Je salue toutes les équipes de CNews et d'Europe 1 qui ont formidablement travaillé, Florian Tardif, Stéphane Place ou encore Anaïs Cordoba, qui nous ont fait vivre ces moments. Simon Gillan, vous Britanniques, vous vivez évidemment, mais pour nous c'était pas évident. Et en fait, on s'est laissé prendre dans cette mécanique, on s'est laissé prendre par le faste de ces cérémonies, et elles ont réveillé peut-être quelque chose en nous de l'ordre de la nostalgie de l'autorité, de la permanence de l'État que nous avons peut-être un peu perdu dans nos démocraties. Oui, je suis d'accord, mais moi, je voudrais signaler autre chose. Je pense qu'on n'a pas du tout parlé de l'humour de la reine. Ah. Et la semaine dernière, on nous a rappelé beaucoup parce que beaucoup de personnes ont raconté des histoires qu'elles ne pouvaient pas raconter avant parce qu'elle était là. Et ça, c'était vraiment bien. Mais on a vu en boucle le film avec Paddington Bear et des personnes qui apportaient des sandwichs de marmelade. L'ours Paddington, oui, voilà. Pardon, l'ours Paddington. Paddington Bear, l'ours... Oui, pardon. Et c'était formidable de revoir ce film, et qu'elle a fait au mois d'avril, cette année. Et donc, pour moi, c'était superbe de revoir ça et de voir comment elle jouait avec l'ours, qui n'était même pas dans la salle quand elle a tourné le film. Elle jouait toute seule, en fait, face à une chaise vide. Exactement. Laurence. Et malgré ça, elle était dans le ton. Elle était parfaite. Elle était parfaite. Et ça, c'était formidable. Ou avec James Bond, où elle se parodiait elle-même. Et je pense qu'il faut retenir ça aussi. C'est pas que dignité, humilité, votre correspondant à Londres. Je suis d'accord avec lui. C'est vraiment de jolis mots, mais aussi l'humour britannique qu'elle avait et qu'elle incarnait. Nathan Devers, les images marquantes, on les a évoquées. Il y a cette dernière journée qui a été vraiment époustouflante. Et puis il y a le symbole, évidemment, le symbole que nous envoient nos amis britanniques qui pourtant ont quitté l'Union européenne. Oui, ils ne sont fait. plus des nôtres. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la nostalgie, ou le regard, en tout cas, le fait que nous, on a regardé ça en tant que Français. On a beaucoup dit depuis le décès de la reine que la France et l'Angleterre ont deux visions totalement opposées de la sacralité nationale. D'un côté, du côté de Londres, la monarchie avec son faste, avec sa grandeur, avec son côté en effet transhistorique ou transgénérationnel, et de l'autre, en France, les présidents qui changent tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que les Français et les Anglais, ils ont une expérience commune, une expérience en miroir. C'est ce sont deux peuples qui ont décapité leur roi à 150 ans d'intervalle, presque pile. Et oui, pile d'ailleurs. Et qui ont décapité leurs droits, et les Français qui se sont inspirés des Anglais réciproquement. Donc les Français et les Anglais ont fait l'expérience exactement de la même situation historique, qui est renoncer à un pouvoir monarchique. Et alors là où il y a divergence, mais où, si vous voulez, il y a à la fois opposition entre la France et l'Angleterre, et en même temps complicité, compréhension. C'est que les Anglais très très vite se sont dit, nous ressentons un vide, une béance. On a compris qu'il fallait se débarrasser du pouvoir royal en tant que pouvoir royal, mais nous voulons quand même une représentation. Les Français n'ont pas fait ce choix. On fait un choix différent qui est celui de la monarchie républicaine. Mais je pense que ce serait caricatural de s'en tenir à l'opposition qui existe, mais qui n'est pas qu'une simple opposition. C'est plutôt une bifurcation. On a pris deux routes différentes, mais à partir exactement de la même situation, avec la même grandeur,
et avec aussi le même vide. Et avec la même conviction d'avoir choisi le bon chemin pour l'un et l'autre des peuples. Vincent Hervouette. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qui reste de la monarchie républicaine quand je regarde ces images depuis 10 jours en France. Ce qui me frappe, moi, c'est que la reine est capable de rassembler tout un peuple, quels que soient les âges, les générations, les origines ethniques, les milieux sociaux, tout un peuple autour du trône et autour de son catafalque. Alors que j'ai l'impression que depuis un certain temps déjà, les présidents français, les dirigeants français sont plutôt capables de fragmenter, de diviser l'opinion. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qui rassemble les Français. En tout cas, tout ce qu'on vient de voir depuis 10 jours ne doit pas masquer quand même une réalité prosaïque. C'est que le Royaume-Uni traverse une mauvaise passe. Il y a eu en cascade le Brexit. Il y a l'Ukraine aujourd'hui et les conséquences de la guerre. Et il y a une vraie crise avec des grèves sauvages. Les 10 jours et cette journée fériée aujourd'hui sont une parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse. C'est aussi pour ça qu'elle était peut-être si aimée, si confortable, ça évitait de se confronter avec la réalité, c'est-à-dire la hausse des prix de l'énergie considérable. Accessoirement, ça a réellement savonné la planche du nouveau Premier ministre qui venait juste d'annoncer un plan très très fort pour aider les familles à boucler leur facture de chauffage l'hiver prochain. Elle a été interrompue en plein discours à la Chambre des communes. Tout ça a été totalement ruiné. Son départ, il n'y aura pas d'état de grâce. Demain, les grèves sauvages vont reprendre. La livre sterling n'a jamais été aussi basse par rapport au dollar depuis 40 ans. Il y a vraiment une période très difficile. Et donc, on peut quand même se demander, à la fois admirer l'union de tout ce peuple, l'incroyable service que rend la monarchie à ce pays, et en même temps se dire qu'une parenthèse vient de se refermer et que c'est peut-être une époque qu'on vient d'enterrer, même si je ne vois pas pourquoi le roi Charles n'arriverait pas à se tenir à la hauteur de sa mère. J'aimerais juste qu'on s'intéresse au roi Charles III. On va écouter Jean Descartes, l'historien, un grand spécialiste de la monarchie britannique, qui estime que c'est un souverain éclairé. On l'écoute. Et il est très en avance sur beaucoup de gens. Côté environnement et écologie, on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup blagué. Et on s'aperçoit qu'il avait raison sur beaucoup de choses. Moi, je vais visiter son domaine de Highgrove. C'était très intéressant parce qu'il voyait très loin pour beaucoup de choses. Et passionné d'histoire européenne et mondiale, il est allé beaucoup, par exemple, en Europe centrale. C'est un souverain très éclairé, je dirais. Simon Gillam, une nouvelle ère pour la monarchie. Est-ce que la monarchie est menacée en Grande-Bretagne ou pas du tout? Est-ce qu'elle sera renforcée de cette longue période de deuil? La monarchie n'est pas en danger, ça c'est sûr. Est-ce que Charles va être un bon roi ou pas? Ça, comme on dit en anglais, the jury is out, le jury délibère. Donc on verra bien. Voilà, je pense que c'est un peu l'ambiance aujourd'hui. Pas de pronostic pour l'instant, Louis de Ragnel? Je reviens simplement sur ce que vient de dire Jean Descartes, que je respecte infiniment, que j'apprécie beaucoup. Mais juste une précision, on dit beaucoup que Charles est écologiste, avant-gardiste, voilà, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Mais il faut quand même pas oublier qu'il a aussi une vision un peu politique de l'écologie, dans le sens où tous ces domaines, où justement il y a beaucoup il favorise la biodiversité, tous ces domaines, toutes ces activités sont extrêmement profitables, extrêmement rentables. Et donc, c'est un sacré pied de nez, parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler d'écologie, c'est plutôt associé, ou c'est plutôt un synonyme de la décroissance, de concept, voilà, qui est venu un peu de l'extrême gauche. Charles, pour le coup, a réussi à montrer qu'on peut investir dans l'écologie et être rentable, profitable, parce qu'il faut quand même regarder, les domaines dont parle Jean Descartes ont des croissances à 2 chiffres, enfin c'est tout à fait impressionnant. Bravo. Non, mais bien sûr, je trouve ça formidable. C'est un businessman en plus. L'exception par rapport à tout ce qu'on entend, c'était plutôt un coup de chapeau. Son premier discours sur l'usage du plastique non recyclable qu'il fallait réutiliser remonte à 1971. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que il est visionnaire quand même. Alors, et en même temps, c'est vrai que la monarchie, d'une certaine manière, c'est le régime le plus bio qu'on puisse imaginer, le plus naturel, puisque c'est... Tu utilises le cheval, la calèche? Non, c'est pas le carrosse, c'est parce que effectivement, c'est une transmission héréditaire, et que c'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de famille, il n'y a rien de plus... effectivement, la reine disparaît aujourd'hui, et la monarchie se régénère. Le roi Charles III, d'un temps de verre. Sans faire le moindre pari. Non. Et je pense qu'il va y avoir quand même peut-être
un léger vacillement des consciences sur un point. C'est que la longévité de la reine faisait que l'idée monarchique était une évidence. C'est-à-dire qu'on ne la remettait pas en question puisque les gens étaient nés dedans, que leurs parents et leurs grands-parents parfois étaient nés dedans. À partir du moment où il y a cette transition-là, quelle que soit, je dirais, la popularité du roi Charles, son passé, les histoires, parfois les passifs qu'il y a pu y avoir, il y a quand même rupture. Il y a rupture de l'évidence. Il y aura peut-être une montée en gamme des républicains ou des idées républicaines. C'est pas, à mon avis, impossible. Puis la deuxième différence, parce que quand la reine est montée sur le trône, les gens ne la connaissaient pas. Enfin, évidemment, ils la connaissaient, tout le monde la connaissait, mais elle n'avait pas encore une biographie derrière elle parce qu'elle était extrêmement jeune. Le roi Charles a une biographie derrière elle, ce qui fait que tout le monde le connaît. Alors pour ses aspects visionnaires, l'écologie, pour aussi parfois des malentendus ou des plus que des malentendus, des distances, des séparations qu'il y a pu y avoir. Et aussi sur une chose, je lisais ça dans un article que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie manifestement de la jeunesse, je parle sous votre autorité, vous me direz si je me trompe, mais à Londres, en Angleterre, qui connaît le prince Charles beaucoup à travers la série The Crown. Et si vous voulez qu'il y a donc cette vision-là d'un passé qu'ils n'ont pas vécu à la première personne, et qui met pas le prince Charles tout à fait à l'honneur, même plutôt l'inverse, avec un personnage qui est assez caricatural, assez négatif, etc. Donc il est possible qu'il y ait une petite période, je dis pas de déclin du tout, mais en tout cas de fragilité. Et de confusion peut-être, Simon Gilman. Voilà, Louis Dragnel. Juste quand même, ça fait 70 ans qu'il se prépare à régner, donc il a pu réfléchir quand même au moment où ça arriverait. Donc aujourd'hui, le deuxième élément, aujourd'hui, vous regardez, alors c'est peut-être lié, c'est lié, on peut même l'affirmer, à ces 10 jours de cérémonie d'hommage à Elisabeth II, mais Charles est populaire. Il est à 70% d'opinion favorable, voire très favorable dans l'opinion publique britannique. Et puis, si on revient un tout petit peu en arrière, toutes les fois où la famille royale a été mise en défaut ou contestée par l'opinion publique, c'était pas forcément lié à la personne elle-même de la reine, c'était lié à des phénomènes exogènes. Souvenez-vous de la mort de Lady Di et là, effondrement dans l'opinion publique de la cote de la reine, parce que elle a voulu préserver William et Harry, et puis elle a été maladroite, elle n'a pas compris à quel point le peuple britannique était ému par la mort de Lady Di. Et donc en fait, je pense que hélas pour le futur roi, ses plus grands défis, ça va être d'essayer de comprendre toutes les émotions de son peuple et à chaque fois qu'à un moment donné, le peuple attend quelque chose, il faut surtout pas qu'il réagisse trop tard et qu'il attende la cassure. Et voilà, c'est ce qui a permis quand même à la reine in extremis de remonter dans l'opinion publique britannique. Simon Gillam. Oui, je suis d'accord avec Nathan. Je pense que The Crown ne lui a pas du tout rendu service. En revanche, je pense que aujourd'hui, il a un peu une page blanche et qu'on va lui donner un bénéfice du doute et que voilà, maintenant, il faut qu'il évolue. Ce qu'il a déjà fait, il a déjà fait comprendre qu'il va réduire ce qui s'appelle la famille royale, c'est-à-dire ça va être beaucoup plus focalisé sur William et ensuite sur George. Et donc, je pense qu'il y aura moins de risques. Je pense qu'on va laisser à Los Angeles nos amis. Et puis je pense que Andrew, il va s'occuper des corgis. Donc, ça prend du temps, c'est ça que vous voulez dire. Et il n'y a pas eu de grande réconciliation entre William et Harry à l'occasion de ces célébrations. Non, il y en aura les images parlent. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. La cassure est définitive. Elle est pour l'instant. Après, je pense que Harry doit se poser des questions en revenant et en voyant tout ça. Il se demande ce qu'il fait à Santa Monica, à étudier le bien-être. Mais le roi Charles III a eu un mot très sympathique pour Harry et Meghan. Bien sûr, c'est son fils. Oui, Vincent Herouet. On attend les mémoires de Harry. Le problème, c'est qu'il y a des mémoires qui arrivent. Voilà, et ça risque de faire mal. Tout à l'heure, on parlait de la fois du prince Andrew et donc des deux bannis de la famille, l'un qui s'est exilé volontaire et l'autre qui est un peu relégué. La grande différence, c'est que Harry, lui, a attaqué la famille, en quelque sorte. Non. Il est, à l'intérieur de la firme, une sorte de, pas simplement un grumeau difficile à digérer, il est carrément une sorte d'ennemi potentiel, une grenade dégoupillée. On attend avec impatience ce qu'il va raconter. Qu'est-ce qu'il va raconter dans quel chapitre dans ses mémoires à son âge, c'est bien jeune. Qu'est-ce qu'il va me raconter, par exemple, de ces 10 jours? Il n'y a pas beaucoup plus à raconter. Il n'y a pas eu de réconciliation. Simon Gillan? Non, je suis d'accord avec Vincent, mais je pense qu'aujourd'hui,
il devient irrelevant, comme on dit en français, il devient indésirable, extraneous. Je veux dire, il n'est pas. On va de plus en plus l'oublier, je pense. Vous pensez ? Je pense qu'il va tout faire pour ne pas être oublié, moi. Mais... Oui, mais je suis d'accord. Sauf que aujourd'hui, sa vie est ailleurs. Il n'a plus de poids ici. Il va continuer à vivre en racontant des choses en vendant ses souvenirs. Mais tout ce peuple-là, ça ne marchera pas. Un dernier mot, il y a un principe royaliste qui dit le prince n'est rien, le principe est tout. C'est-à-dire que les individus ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est la succession et la transmission. L'institution. Avec la suite du spectacle ne fonctionne pas comme ça. Très bien. Écoutez, magnifique conclusion pour ces 11 jours de cérémonie que nous avons vécu en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous tous, Louis de Ragnel, Vincent Herouet, Simon Guillam et Nathan Dever d'avoir participé à cette édition spéciale sur nos 2 antennes communes. Il y a toujours le souvenir de cette grande reine, Elisabeth II, 70 ans de règne et une aura, une popularité inégalée. Souhaitons le meilleur pour le roi Charles III. Merci de votre fidélité. Dans un instant sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, vous retrouverez Europe Soir avec Raphaël Devolvé et le journal de 19h avec Hélène Zalani. Bonne soirée, à demain. 18h-19h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.